Eh bien, bienvenue à tous pour cette première cérémonie de remise des prix de la recherche. Et sans plus attendre, j'ai demandé à nos deux institutions qui ont organisé ce prix, donc le SAF et le Réseau Les Morts, donc chacun avec représentant, donc Sylvestre Oljati qui est président du SAF et Bérangère Tarka qui est le Réseau Les Morts, mais comme c'est un groupement, il n'y a pas de chef, mais elle fait office de chef. Voilà, je vous laisse prendre la parole. Oui, on peut applaudir. Merci Luc. Merci, oui, quelques mots d'introduction pour mettre les choses dans le contexte d'ouverture qu'on a voulu depuis quelques éditions sur ce salon funéraire Paris. Qui, au-delà d'un rendez-vous d'affaires entre des fournisseurs et des clients, est aussi l'occasion, et c'est comme ça qu'on le voit aujourd'hui et pour demain, l'occasion de rassembler toute la filière funéraire dans sa richesse, dans sa diversité, dans toutes ses ramifications. Et dans les ramifications, j'ai découvert depuis quelques années, grâce à un réseau, Les Morts, et à des newsletters régulières. Alors merci aux différents chercheurs associés qui irriguent comme ça et qui communiquent sur les initiatives, sur les thèses, sur les colloques, sur les journées d'information et sur toutes les publications, de nous faire prendre conscience progressivement que le funéraire, au niveau de la recherche universitaire, il est riche aussi, et sur des univers qui nous sont un petit peu parallèles, mais avec lesquels on a des ponts. Et on a décidé effectivement de construire un pont un petit peu plus large, un petit peu plus long, et de nous associer au Réseau Les Morts pour mettre en avant des travaux qui ont de l'importance, qui ouvrent des dimensions de réflexion et de prise en compte de réalités importantes à nos yeux. Et voilà, et donc je suis très heureux d'une part d'avoir rajouté un événement à notre salon funéraire, mais surtout de donner de la visibilité et de mettre en avant des travaux qui nous semblent vraiment pertinents et de première importance. Donc merci à tous les candidats qui ont soumis leurs travaux, et évidemment, mais ça on le dira après, merci aux lauréats. Je vous laisse la parole, Bérangère. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je me fais la voix de mes camarades qui sont là et qui vont se présenter dans peu de temps par eux-mêmes pour déjà nous exprimer notre plaisir d'être là aujourd'hui. Ça a été une belle aventure, une aventure de 20 mois à laquelle on ne s'attendait pas du tout en tant que membre du réseau. Et pour vous expliquer un peu le Réseau Les Morts, qu'est-ce que c'est ? Initialement, c'était un séminaire de recherche. 3 chercheurs sont partis d'un constat simple qui s'appelle l'isolement du chercheur dans son laboratoire. On s'est rendu compte qu'un chercheur qui travaillait sur la mort, c'était compliqué d'expliquer sa recherche à ses camarades de recherche. Et donc, elles se sont dit, post-Covid, fin 2020, on va créer un lieu de partage, d'échange pour parler librement, effectivement, de ces recherches. Et après quelques années, elles ont décidé de donner le flambeau. Et c'est comme ça qu'on a repris le flambeau, tous les 4 initialement. Et d'être dans ce même souci de partage, d'échange. Et on est resté sur ce mode post-Covid de se dire on va tout faire en ligne pour que ça soit accessible à tout un chacun. Donc, de manière mensuelle, on a un chercheur, un jeune chercheur qui vient présenter sa recherche, des fois des recherches qui sont abouties, des fois des recherches qui sont en train de se faire, et de se dire que, avec tout un tas de chercheurs de disciplines différentes, on va pouvoir échanger sur quel est le point de vue sur les études sur la mort. Outre, effectivement, notre séminaire, on fait de la veille académique. Donc, quand on fait partie de notre réseau, ça signifie recevoir très régulièrement des emails. Donc, ça peut aller de quelles sont les parutions, les dernières parutions sur les études sur la mort. Soyez rassurés, nous n'avons pas diffusé les charognards et nous ne le ferons pas. En tout cas, tout ce qui est de l'ordre, effectivement, d'autres séminaires, de colloques, on se rend compte qu'il y a énormément de recherches. Ça intéresse beaucoup les chercheurs universitaires. Et au-delà de cette veille scientifique, on voulait vraiment créer des collaborations. Et c'est comme ça qu'en mars 2024, on a reçu un premier mail de Luc qui nous disait, on voudrait créer un pont université-monde professionnel. Alors, on doit dire qu'on a été assez étonnés. On a fait un petit travail de traduction, pareil, de se dire, on parle
tous la même langue, mais on ne parle pas forcément tous le même langage, donc de savoir quelles étaient les attentes des uns des autres. Et puis on s'est lancé dans cette grande aventure qui a été... donc ça a été d'abord trouver des membres du jury, parce que donc il y a un jury qui est à la fois académique du monde universitaire et à la fois un jury qui est cette fois de professionnels du funéraire. Donc on était très ravis de, justement, toujours dans ce dialogue, de faire dialoguer les différents mondes. Et là, je suis déjà trop partie dans la présentation parce que j'ai oublié de vous présenter donc les chercheurs du réseau, qui sont quand même les piliers. On est 4, maintenant 5 chercheurs depuis pas longtemps. Donc je vais vous présenter Charlotte de Warumet, qui, elle, n'est pas là aujourd'hui parce qu'on l'a recrutée il y a 15 jours, qui, elle, est donc doctorante en histoire de l'art contemporain. Et donc, elle travaille sur les illustrations scientifiques du corps humain au XIXe siècle. Et elle explore la manière dont les sensibilités esthétiques et émotionnelles, elles vont participer à la construction des savoirs. Donc effectivement, on a 7 chercheuses en histoire de l'art contemporain. On a un autre chercheur en histoire, Tristan, si tu veux bien te présenter. Alors bonjour, je ne sais pas si on m'entend très bien. Je suis Tristan Portier, je suis docteur en histoire contemporaine. Je suis spécialisé dans la transition des cimetières d'églises aux cimetières modernes en Grande-Bretagne au XIXe siècle, via l'étude de l'anatomie, de la naissance du capitalisme funéraire, des réformes de l'hygiène publique. Et je suis à l'heure actuelle aussi enseignant dans l'éducation nationale. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je m'appelle Constance Montréal de Brevance. Je suis anthropologue, actuellement en 3e année de thèse. Et moi, je travaille avec une équipe de soins oncologiques de support dans un service donc, de cancérologie dans le sud de la France. Et ma thèse analyse en fait comment le risque d'un décès, la possibilité d'un décès, va venir mobiliser des représentations de la fin de vie, de la mort et de la maladie, qui vont être flexibles, superposables. On va s'arranger un peu avec notre quotidien pour accompagner au mieux les patients dans cette période de leur vie. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi c'est Pierre-Louis Saint-Georgi, je suis doctorant en géographie. Donc ma thèse elle est financée par Sorbonne Université et je travaille auprès des pompes funèbres au fur et à mesure d'immersion. Donc, je travaille sur les mobilités des morts, sur l'évolution de ces mobilités, donc notamment l'évolution des chambres funéraires, des crématoriums, donc vraiment à l'échelle de la France. Et enfin, je vais me présenter. Donc, Bérangère Tarka. Moi, je suis fonctionnaire au ministère de l'Intérieur et j'ai décidé un jour d'étudier mes collègues de travail sur une unité spécifique qui s'appelle l'identification des victimes de catastrophes et donc qui, comme son nom l'indique, sont confrontés à des corps morts de masse. Et donc, je cherche à savoir comment mes collègues, soit confrontés aux corps morts, soit confrontés aux familles de victimes en attente de l'identification de leurs proches, peuvent gérer, d'un point de vue socio-anthropologique, leurs émotions. Donc comment la dynamique de groupe peut avoir sa place en termes de solidarité, de distance émotionnelle, comment donc ces professionnels gèrent leurs émotions. Et donc à l'image effectivement des chercheurs qui viennent de se présenter, on a reçu 37 candidatures pour ces premiers prix. Donc il y a eu des candidatures en histoire, en géographie, en droit, enfin vraiment toutes les disciplines étaient représentées. Donc nous, on s'est chargé de réaliser le travail de présélection, donc de prendre le temps de lire chaque mémoire, chaque thèse, pour faciliter effectivement après le travail des membres du jury et de leur soumettre effectivement 11 mémoires et 8 thèses pour pouvoir élire le travail de recherche qui présentait effectivement le plus de qualité scientifique, mais aussi d'apport pour le monde du funéraire. Je pense que c'est le moment de dire des grands merci. Vraiment. Déjà, merci Luc, vraiment, pour toute cette collaboration. Merci Sylvestre. Merci au SAF et à tous ses membres, effectivement, de nous avoir permis de rentrer dans cette belle aventure, parce que pour nous aussi, c'était une première. Une merci aux membres du jury vraiment académique. Pareil, c'était un grand point d'interrogation. Est-ce qu'ils vont nous dire oui ? Est-ce qu'ils vont se lancer de cette aventure ? Merci aux membres du jury professionnels, les professionnels du funéraire. Pareil, ça a été des belles rencontres, d'apprendre aussi à vous découvrir, à découvrir votre monde qu'on ne connaissait pas du tout. Et bien évidemment, merci aux lauréates, déjà d'être présentes aujourd'hui, de nous avoir permis de découvrir votre travail qui est d'une qualité scientifique, qui montre quand même que le travail universitaire français, ça envoie.
Voilà, on va effectivement passer à la remise, petite émotion quand même, à passer au moment effectivement de la remise officielle des prix. Donc on va commencer par effectivement le travail de mémoire de Master 2 de Louise Pichon-Collet, puis le second prix des thèses avec Valérie Cusol, et enfin le premier prix de thèse avec Manon Valin. Donc ça va se dérouler de la manière suivante, il va y avoir une remise de prix, donc un petit discours de quelques minutes des lauréates qui vont présenter leurs recherches. Merci beaucoup. Et donc, pour remettre le prix du mémoire, j'appelle une partie du jury qui est là aujourd'hui et que je remercie. Et donc, on appelle Fanny Bocantin du CNRS, qu'on peut applaudir. Didier Belluard, ex-administrateur du SAF et président du jury. Éric Drenot, qui représente l'UPFP et qui est accessoirement, surtout directeur général des pompes funèbres intercommunales de l'agglomération Tourangelle. Et puis Steve, si tu veux nous rejoindre, Steve de la Richarderie, qui est rédacteur en chef de Résonance. Alors je ne sais pas si les membres du jury veulent dire un petit mot ou il y a des micros. Eh bien, tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation à participer au jury, parce que c'était vraiment une expérience très intéressante de mélanger effectivement le monde professionnel et le monde académique. On a eu des bonnes discussions sur les mémoires, puis ça nous a permis de découvrir ces mémoires tous très intéressants, avec certains qui étaient au-dessus du lot et qu'on a voulu récompenser aujourd'hui. Donc je vous félicite les 3 candidates pour leur succès. Et voilà, dire que j'espère que c'est une expérience qui va se représenter, parce que c'est vraiment intéressant d'avoir ce mélange, ces discussions, découvrir ces mémoires, et puis chacun s'enrichir avec nos différentes disciplines. Voilà, on a eu des mémoires très différents sur des disciplines donc archéologiques, sociologiques, philosophiques, architecturales et urbanisme. Et je pense que c'était vraiment intéressant de voir comment le sujet de la mort peut être abordé par toutes ces disciplines, et à quel point ça nous donne des idées, ça nous ouvre en fait les perspectives, et c'est très intéressant de lire, et dans ce contexte-là aussi professionnel, intéressant de le voir intégré à ce salon. Je vous remercie aussi pour l'invitation au salon, parce que c'est une découverte pour moi de ce monde professionnel que je ne connaissais pas. Juste quelques mots. Merci beaucoup pour l'organisation. Vraiment, c'est bien de donner aux funéraires cette image, cette jeunesse, les universitaires qui se rapprochent des opérateurs funéraires, pour améliorer aussi la compréhension, pour que les familles puissent être mieux servies. Le lien que vous créez, il est important, et vraiment merci. C'est vraiment important de donner une image autre que celle qu'on a pu lire dans un certain livre, hein, voilà. Et ça renforce l'image que nous, professionnels, nous souhaitons avoir. C'est vraiment important, vraiment merci. Ce travail que vous avez réalisé, toutes et tous, il était vraiment de qualité. Merci beaucoup. Bon, en tant que président du jury mémoire, je souhaiterais tout particulièrement remercier et saluer le travail de Louise. Ça a été à l'unanimité, voilà, qu'on a décidé de vous adresser et de vous récompenser, parce que vous avez fait un travail remarquable. Et je vous souhaite beaucoup d'avenir dans votre travail et une belle réussite professionnelle. Je prends la parole juste un petit moment. Je suis l'imposteur de l'histoire, parce que
des événements personnels ont fait que j'ai pas pu suivre le projet sur la longueur. En revanche, je voudrais vraiment saluer le travail du SAF, de Sylvestre et de Luc, parce que ces ponts qui se font entre les approches culturelles, historiques et scientifiques, en fait, viennent soutenir une approche professionnelle, permettent d'ouvrir des voies, de comprendre des fonctionnements. Et voilà, je dirais c'est vraiment ce genre de ponts qui feront avancer aussi la profession. Donc bon, je suis un petit peu un imposteur, mais je voulais saluer cette approche-là parce qu'elle est vraiment ultra pertinente et très intéressante. Et merci à l'ensemble des participants. Merci. C'est un peu lourd, hein. Louise, si vous voulez venir et dire quelques mots. Ouais, je vous donne quand même votre chèque aussi, quand même. Ouais. Bonjour, merci à tous, merci au jury pour votre lecture et votre attention portée à mon travail et au travail de toutes les autres personnes qui ont candidaté. Et merci au réseau Les Morts également de créer cette communauté qui est très importante, je pense. J'ai choisi d'écrire ce mémoire en 2021, donc quand j'étais encore en licence. Et donc j'étais en Erasmus en Suède pendant quelques mois. Et quand je me promenais dans la ville, je me suis rendu compte qu'en fait les Suédois avaient pour habitude quotidienne d'arpenter les cimetières, aussi bien pour les parents qui peuvent se rejoindre et promener ensemble leurs enfants, ou pour des personnes âgées qui peuvent se retrouver, boire un café, ou encore pour des personnes pour faire de l'activité physique, des joggings, faire du vélo. Ça m'avait beaucoup étonnée parce qu'en France, imaginer ce type de pratique dans un cimetière, ça paraît encore très loin. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de réaliser ce mémoire qui cherchait à montrer que les cimetières urbains pouvaient répondre aux enjeux de la densification urbaine. Donc la densification urbaine, c'est la construction de la ville sur elle-même sans consommer et artificialiser de nouveaux espaces naturels, agricoles, forestiers. Donc voilà, c'est une politique publique qui est menée qui est dans la loi aujourd'hui en France, qui est menée par toutes les communes, toutes les métropoles. Mais cette politique publique, elle pose des questions, notamment la question de l'espace public, parce que le fait de concentrer beaucoup de pratiques, d'habitants dans une même ville, ça implique de trouver de l'espace pour se ressourcer, pour avoir des loisirs, pour voir de la nature, du vert. Et ça implique également de réfléchir aux effets d'îlots de chaleur urbains. Donc c'est un effet qui fait que des espaces urbains captent la chaleur sans pouvoir l'évacuer pendant la nuit. Et donc ça crée des espaces très chauds en ville qui sont invivables. Et donc j'ai décidé de comparer la ville de Malmö en Suède, qui est une ville où les pratiques dans les cimetières, la multifonctionnalité des cimetières est aujourd'hui très, très commune. Et d'étudier la ville de Nantes, donc en Loire-Atlantique, qui mène toute une réflexion autour des cimetières de la commune de Nantes, mais également de la métropole, qui essaye de réfléchir à comment les cimetières peuvent devenir des parties intégrantes de la métropole. Et donc les 5 grands messages, même 6 grands messages de mon mémoire, c'est que d'abord, cette multifonctionnalité des cimetières, donc le fait d'y voir plusieurs activités, dépend de certaines conditions. La première condition, qui est pour moi la plus importante, c'est que ces fonctions secondaires des cimetières, donc le fait de s'y promener, de se poser, de discuter, ne doit pas mettre en danger les fonctions principales d'un cimetière, qui sont l'inhumation et le recueillement, parce qu'aujourd'hui un cimetière, c'est l'unique espace en ville où la mort peut encore s'exprimer librement. Il regroupe des symboles, des émotions fortes, et ces fonctions secondaires ne doivent absolument pas mettre en danger ces fonctions premières. On parlait tout à l'heure avec le Crédoc
du deuil des Français. Et voilà, avoir un espace aujourd'hui dédié à la mort, ça paraît, c'est important. Ensuite, en étudiant Malmö et Nantes, j'ai montré que plusieurs fonctions pouvaient exister et cohabiter avec ces fonctions premières dans un cimetière. À Malmö, on voit que des fonctions très quotidiennes sont à l'œuvre, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et à Nantes, la métropole essaie de développer et d'encourager les personnes à entrer dans les cimetières, notamment par le biais de la culture ou encore de l'éducation. Il y a un festival d'art en extérieur qui a lieu tous les ans à Nantes qui s'appelle le Voyage à Nantes. Et dans ce cadre-là, il y a des installations artistiques qui sont installées dans plusieurs cimetières. Et voilà, ça permet de faire rentrer les personnes dans ces espaces. Le troisième message, c'est qu'un cimetière peut être un espace renaturé au cœur du tissu urbain afin de participer à la régulation de la température, donc comme je parlais tout à l'heure des îlots de chaleur urbains, et également d'offrir un abri pour la biodiversité et également un espace de bien-être pour les humains. Par exemple, à Nantes, dans un cimetière, la métropole a créé une mare qui permet d'accueillir toute la faune d'un quartier qui est très artificialisé. Donc voilà, c'est des espaces qui peuvent servir à ce genre de pratique et à réguler aussi bien la température qu'accueillir la biodiversité. Le quatrième message, c'est que malgré ce potentiel des cimetières à accueillir beaucoup de fonctions, il peut y avoir des conflits d'usage. D'abord de la part des habitants, de la population qui peut penser qu'accueillir ces nouvelles fonctions peut être un manque de respect dû aux morts, donc il faut trouver ce juste équilibre. Et il peut également avoir des conflits d'usage entre les directions, les personnes, les acteurs du funéraire et les acteurs de la nature et des jardins. Donc, par exemple, à Nantes, il peut y avoir parfois des conflits entre la direction des relations aux usagers qui s'occupe des affaires funéraires et la direction des natures et jardins qui n'ont pas les mêmes intérêts. La direction de la nature voudrait qu'il y ait plus d'arbres, de végétation, alors que la direction de la relation aux usagers montre que parfois, pour faire passer des camions, pour l'entretien, ça peut être compliqué. Donc il faut réfléchir à ce conflit d'usage. L'avant-dernier message, c'est que justement, pour éviter et limiter ces conflits d'usage, il faut adapter chaque cimetière à son contexte, dans le sens où un grand cimetière comme un cimetière-parc peut plus facilement accueillir des activités sportives ou de loisirs ou de ressourcement, alors qu'un cimetière plus urbain, plus petit, il faut penser différemment cette approche. Et le dernier message auquel je ne m'attendais pas quand j'ai commencé à rédiger mon mémoire, c'est que l'implication des citoyens était très importante dans cette réflexion autour des cimetières. À Nantes, la métropole a créé une démarche de dialogue citoyen qui s'appelle les citoyens et les obsèques civiles. Et donc il y a eu un panel citoyen de plusieurs personnes de 17 ans, il me semble, à plus de 90 ans, qui ont réfléchi à la place de la mort dans la ville. Et ils ont énoncé des orientations, ils ont conseillé à la métropole et ont proposé des orientations que la métropole pourrait tenir. Et d'ailleurs, la métropole a été très satisfaite puisqu'elle a repris mot pour mot ces orientations et en a fait sa ligne politique de conduite funéraire. Et donc on voit que les citoyens ont vraiment eu leur mot à dire dans cette évolution des cimetières nantais. Et c'est une démarche qui est très inspirante, que vous pouvez aller voir. Il y a beaucoup de documentation de la part de la métropole sur Internet. En conclusion, j'espère que mon mémoire pourra montrer aux responsables politiques et à tous les acteurs du funéraire qu'on peut développer les fonctions dans un cimetière, que ce n'est pas une contrainte, mais que c'est une opportunité pour adapter nos villes. Et que cela demande une coopération entre tous les acteurs qui ne se connaissent pas forcément aujourd'hui. Et j'espère également que cela pourra visibiliser le sujet de la mort dans l'espace public, qui est aujourd'hui un vrai sujet. La mort peut parfois être un tabou. Et j'espère que ce mémoire pourra faire avancer les choses sur ce sujet. Merci beaucoup. Et donc, pour remettre le second prix de la thèse à Valérie Cuzol, j'appelle parmi les membres du jury Claude Gargy, qui est rédacteur en chef de Funéraire Magazine.
Oui, on peut l'applaudir. Et Michel Marchetti, qui est l'ancien président de la FNF, notamment. Alors je reprends la parole parce que j'ai participé à ce jury. Et je tenais quand même à partager mon admiration pour les travaux qui ont été faits et l'admiration pour les membres du jury qui se sont engouffrés dans des thèses de souvent 600 pages et 300 pages d'annexes, denses. Et comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas notre terrain habituel. Et c'est un exercice qui est extrêmement intéressant mais déroutant pour nous parce que voilà, on n'est pas dans notre quotidien de chef d'entreprise ou de professionnel funéraire. Alors toi Claude, c'est certainement différent, mais dans des sommes comme ça. Et ça a été une très très belle expérience. Donc voilà, je tenais à vous le partager. Bonjour à tous. Oui, effectivement, on a un peu tremblé pour nos vacances. La tranquillité de nos vacances, mais effectivement, on s'est plongé dans ces travaux. Et bon, on peut saluer ce qui a été dit précédemment, l'intérêt de faire cohabiter tous les mondes. Et voilà. Et moi, à titre personnel, j'ai été particulièrement touché par ce travail parce que je suis un petit-fils d'immigrés, alors pas maghrébin, mais italien, et il y a des choses qui ont résonné chez moi. J'en ai parlé avec d'autres, et on s'aperçoit que dans beaucoup de communautés, ça résonne. Est-ce qu'on doit revenir au pays ou pas, et pourquoi, comment, et un sujet très intéressant. Puis j'ai été aussi touché par le style journalistique du travail, tous les interviews qui ont été menées avec les gens à Mâcon. Et voilà, donc finalement c'était passionnant. On a tremblé avant, mais c'était vraiment passionnant. Et félicitations à tous, et aux lauréats et au SAF d'avoir organisé tout ça. Merci. Oui, donc je partage évidemment ce qui vient d'être dit. C'était très impressionnant quand on a vu arriver d'abord les résumés de thèse et quand on a vu arriver les thèses elles-mêmes de plus de 500 pages chacune. C'était vraiment très impressionnant et ça promettait un bel été. Mais ceci dit, je ne regrette pas du tout. Je suis comme vous. J'ai été passionné par les sujets, par la qualité du travail, y compris de ceux qui n'ont pas été retenus. C'est un travail formidable, passionnant, qui nous amène beaucoup de choses qui peuvent être reprises, dont il faudra se souvenir parce que tant de travail ne peuvent pas tomber dans l'oubli. Donc félicitations à tout le monde et félicitations à votre initiative, à l'idée que vous avez eue d'intégrer avec nous un monde qu'on ne connaît pas, le monde universitaire. Effectivement, ce n'est pas notre quotidien. Si, toi sûrement, mais pas nous. Et donc, merci pour tout ça. Ça restera un très bon souvenir. C'est comme votre thèse, c'est lourd. Je vous donne le chèque aussi quand même. Donc tout d'abord, effectivement, je dois dire que je suis à la fois impressionnée, je ne pensais pas autant, et évidemment très, très heureuse de ce second prix. C'est une reconnaissance qui, à mes yeux, en plus, est assez importante parce que c'est la reconnaissance à la fois du monde académique, évidemment, on travaille beaucoup pour ça, mais c'est aussi la reconnaissance des professionnels. Et je pense qu'il ne vous aura pas échappé que j'ai déjà suivi quelques chemins de traverse avant d'arriver à la sociologie et avant de préparer une thèse. Donc je suis d'autant plus touchée de cette double reconnaissance. Alors, que dire en 5 minutes pour résumer quelques années de travail et d'engagement ?
Tout a commencé peut-être pour moi en tout cas par une reconversion professionnelle. J'étais enseignante pendant de très nombreuses années dans un grand centre interprofessionnel et j'ai choisi de préparer un master en sociologie appliquée au développement local. Au départ, ce n'était pas du tout dans l'intention de préparer une thèse, mais vraiment dans une bifurcation professionnelle. Et puis, j'ai été largement encouragée à poursuivre. J'avais travaillé sur la mémoire immigrée de la ville de Chalon-sur-Saône. Et même si ce n'était pas l'objet de mon travail, il était souvent fait mention par les personnes âgées que j'interrogeais à cette question du retour au pays, qui était déjà tout préparé. Et ces questionnements que ça engendrait vis-à-vis des enfants, mais surtout des petits-enfants. Et donc, c'est ainsi que j'ai choisi de m'intéresser, dans un travail doctoral, aux ritualités funéraires dans un contexte d'immigration, d'une façon plus large. Et c'est à partir donc des expériences subjectives d'immigrés originaires du Maghreb et de leurs descendants que j'ai cherché à analyser ce que finalement les choix funéraires pouvaient nous révéler de l'expérience migratoire, des appartenances et également des identifications religieuses. Parce que donc j'ai choisi de faire mon travail dans le contexte séculier français, tout en sachant quand même que dans l'islam, la mort est un rite de passage majeur, et le rite de passage majeur. Et donc, voilà, donc j'ai mis en place un dispositif d'enquête assez hybride, assez important, puisque j'ai réalisé de nombreuses observations participantes, comme on dit, de très nombreux entretiens, 121, dont 53 entretiens biographiques, l'analyse d'archives familiales et également la production, enfin la co-réalisation d'un film de recherche, un film documentaire de 35 minutes. Je pense que vous avez le titre et l'image de ce film où certaines personnes interrogées dans la thèse ont accepté de témoigner devant caméra de façon assez sensible et touchante. Alors que retenir, je vais aller très vite puisqu'on a peu de temps, que retenir de tout ce travail? Peut-être 3 ensembles de résultats. Le premier, c'est que le rapatriement des corps est largement dominant, malgré l'enracinement indéniable des familles, à Chalon-sur-Saône, entre autres, et la présence d'un carré confessionnel depuis 1995. Il faut savoir que c'est le premier carré confessionnel de la Bourgogne. Que ces rapatriements sont de plus en plus médiés par des assurances, par un foisonnement d'assurances décès, qu'ils sont très encadrés par les services consulaires des États d'origine et que l'État, évidemment, les États jouent un rôle central dans cet encadrement du transnationalisme funéraire. Et donc, cette gouvernance de la mort, entre guillemets, elle fabrique de l'ancrage. Et forcément, elle soulève des enjeux identitaires importants pour les générations à venir. Donc ça, c'est peut-être le premier ensemble de résultats. Ensuite, eh bien, cette thèse, elle permet quand même de dire que, évidemment, les choix que l'on peut faire, les projets posthumes que l'on peut faire sont des choix intimes qui s'inscrivent dans des dynamiques familiales, là, notamment dans des familles qui sont transnationales, mais ce sont aussi des narrations politiques, ce sont aussi des récits collectifs et qui agissent comme des réparations symboliques de l'expérience migratoire. Et ces choix, on peut dire qu'ils s'arbitrent à l'intérieur d'une triple intention. C'est à la fois faire famille, évidemment maintenant des continuités, c'est à la fois faire présence, inscrire une mémoire de l'immigration et c'est aussi faire récit de toute une expérience migratoire et minoritaire, une expérience parfois faite de stigmates et de discrimination. Et enfin, peut-être troisième ensemble de résultats ou de choses à retenir de ce travail, c'est que
Cette thèse, elle a mis en lumière un impensé important, c'est celui de la mort des immigrés d'une manière globale. Vous aviez raison de le soulever. Et la crise sanitaire de 2020 a bien sûr mis la focale sur les limites du pluralisme religieux dans la gestion des cimetières communaux en France, du fait justement qu'on ne pouvait plus rapatrier les corps. Et donc ça nous oblige à repenser collectivement l'altérité dans la mort. Et donc les suites de ce travail, elles sont multiples et pour l'instant elles se traduisent concrètement pour ma part par un contrat CNRS en postdoctoral en fait, au centre Max Weber. Donc c'est un contrat financé par le ministère de l'Intérieur, par le Bureau central des cultes, puisque j'ai été lauréate d'un appel à projet pour poursuivre cette thèse, dans laquelle, et là aussi je pense que ça peut intéresser les professionnels d'autant plus, je m'intéresse à la structuration et à la professionnalisation de l'offre funéraire islamique en France, et avec une attention particulière au protagonisme de plus en plus visible des femmes dans l'activité funéraire musulmane, alors que c'est une activité qui est traditionnellement dévolue aux hommes. Voilà comment ça se poursuit, en tout cas dans mon cas. Merci de votre écoute et encore merci aux membres du jury de m'avoir accordé un second prix. Je voulais préciser, parce que ce n'était pas prévu initialement, mais qu'effectivement le travail de Valérie Clusol était tellement pertinent que nous avons décidé de créer un second prix de doctorat parce que ce travail-là méritait vraiment d'être mis en valeur. Merci encore. Et pour la remise du prix de la thèse, j'appelle Marie Gratreau de la DGCL, la Direction Générale des Collectivités Locales, et Martin Jurlier-Coste de l'Université Grenoble-Alpes. Donc c'est moi qui dois commencer. Ok. Merci, bonjour à tous et à toutes. Merci aux lauréates d'être présentes aujourd'hui. Un tout petit mot, on m'a dit qu'il fallait que je dise quelque chose, donc du coup je vais pas prendre la place de Manon évidemment. Remercier un peu comme tout le monde l'a fait en fait très clairement l'initiative entre le SAF et le réseau des morts, donc l'initiative qui vient du SAF et le réseau des morts qui a su répondre au SAF aussi et travailler avec le SAF en bonne entente et vraiment pour produire quelque chose qui est assez inédit, j'ai presque envie de dire en fait, où vous avez réussi à collaborer et à créer un jury, des jurys, et je ne l'ai pas entendu, donc peut-être que je le répète, mais vraiment des professionnels et des universitaires ont lu des mémoires et des thèses. Et on a vraiment arbitré justement entre les uns et les autres sur les travaux. Donc du coup, c'est vraiment un prix universitaire et professionnel avec chacun et chacune qui a lu tous les travaux. En tout cas, il y a eu la présélection, etc. Mais que c'est vraiment à souligner. Et que nous, universitaires, on a pu voir des professionnels ayant lu des travaux et faire des retours de professionnels sur des travaux universitaires et réciproquement. Et que ça, c'était assez inédit et intéressant. Et que voilà, pour celles et ceux qui me connaissent, j'aime bien ce genre de lien-là, justement. Ça crée des choses assez intéressantes et on est là ici aujourd'hui pour en témoigner. Vraiment félicitations aux lauréates, vraiment que ce soit en master, en thèse et au jury aussi, félicitations d'avoir lu tous ces travaux-là. Donc voilà, je suis très content d'être là et bravo à tous et à toutes. Bonjour, donc pour la DGCL, on est aussi ravis d'avoir été associés par le SAF, invités par le SAF à participer à ce jury. Tout a déjà été dit sur la coordination, sur l'organisation, les échanges, je n'y reviens pas, mais je tiens aussi vraiment à saluer la qualité des travaux qui nous ont été soumis. Merci au Réseau Les Morts d'avoir fait cette présélection, parce que ça ne devait pas être simple, mais en tout cas tous les travaux qui nous ont été soumis étaient de très grande qualité. Donc merci encore pour ça.
Je tiens à souligner que le travail de Manon Valin a vraiment fait consensus dans le jury, très clairement. Donc c'est un travail magnifique qui se lit comme un roman. On se l'est dit tous dans le jury. Donc vraiment bravo. On a aussi souligné, juste pour simplement revenir sur ce travail-là, même si son auteur va le présenter, sur son actualité. C'est-à-dire que paradoxalement, c'est une thèse d'histoire qui parle d'une période d'histoire qui est passée, mais qui soulève des questions et des problématiques qui peuvent se révéler très actuelles, parce que donc, Manon Valin va le dire mieux que moi, mais il s'agit de morts dans un contexte de guerre qui n'en était pas une, d'une guerre qui ne disait pas son nom, et de nos jours, on est de plus en plus, peut-être, dans des contextes de conflits qui ne disent pas leur nom non plus, avec des problématiques peut-être de décès en conditions de conflit qui vont soulever des questions de traitement de ces défunts, de leur mémoire, du respect qui leur est dû. Donc cette actualité du travail est aussi un des arguments qui a beaucoup pesé dans le choix du jury. Voilà, donc je lui laisse évidemment la parole pour présenter son travail, c'est elle qui en parlera le mieux, et je salue la qualité. Et je remercie le SAF d'avoir accepté de faire une mention spéciale pour le travail de Valérie Clusol, qui avait aussi énormément mobilisé le jury. Donc merci à vous pour ça. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Déjà, merci beaucoup. Je suis très honorée d'être ici. Merci beaucoup aux membres du jury. Merci aux organisations qui ont permis à ce prix d'exister. Le syndicat de l'art funéraire, donc évidemment, et le réseau des chercheurs Les Morts, qui nourrit les discussions et les rencontres entre jeunes et moins jeunes chercheurs depuis déjà quelques années autour des travaux sur la mort. Donc merci beaucoup. Moi, dans mon travail de recherche, ça a été une création très importante, ce réseau. Ça a été vraiment quelque chose d'important. Ma thèse, à la base, elle part d'un étonnement. Celui que des familles acceptent la mort de l'un des leurs au nom d'une guerre et au nom d'un État. Pourquoi et comment accepter la mort d'un enfant, d'un mari ou d'un père dans des circonstances tragiques et violentes au nom d'un principe supérieur? La guerre d'Algérie constitue un terrain particulièrement intéressant pour observer cela, puisqu'elle ne faisait pas de son déroulement complètement l'unanimité, ni dans ses buts, ni dans les moyens utilisés. Elle permet de révéler sur quoi peuvent reposer les ressorts de légitimation des morts pour la patrie. Comment un État parvient-il à justifier la mort d'individus en son nom et au nom de la guerre, aux yeux de ceux qui les aiment et les perdent? C'est la question que je me suis posée en commençant cette thèse. Pendant la guerre d'Algérie, cette question se pose de manière plus nette encore, puisque cette guerre, effectivement, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, elle n'existait pas en fait en France sur le plan juridique, elle n'a jamais été déclarée. Il s'agissait seulement d'opérations de maintien de l'ordre. Comment dès lors justifier, aux yeux de la société française, les morts produits par une guerre qui n'existe pas? C'est un questionnement qui a traversé tout mon travail. En suivant le parcours des soldats décédés, du champ de bataille à la tombe, j'ai pu explorer de nombreuses dimensions de la mort et des pratiques qui l'entourent. Cela m'a également permis de croiser différents points de vue, comme je l'ai mis dans mon sous-titre. Celui de l'armée, de la mort des soldats à la restitution des corps aux familles, en passant par le traitement matériel réellement des corps. Celui de l'État, lorsqu'il intervient dans l'organisation des restitutions, lorsqu'il intervient dans l'organisation des cérémonies funéraires aussi, des enterrements, et évidemment dans la communication maladroite qu'il fait autour de ces morts. Celui des familles, enfin, qui voient les corps de leurs proches arriver, qui les enterrent et qui construisent ensuite leur mémoire. Ces différents points de vue m'ont permis d'écrire une histoire aussi bien institutionnelle que sensible et intime de la mort, fondée à la fois sur des archives et sur des témoignages, des entretiens, en particulier ceux des familles ayant perdu un proche pendant la guerre. Travailler sur des sources sensibles avec des personnes vivantes et des récits intimes suppose de réfléchir à ces pratiques d'enquête et de les adapter. Mes pratiques, elles ont été établies au fur et à mesure, à l'épreuve des rencontres, des discussions, des prises de contact. J'ai progressivement réussi à trouver les gestes, les mots et la distance qui me paraissaient, à moi en tout cas, être justes pour un tel sujet. En particulier, j'ai décidé de poser des limites à ce que je pouvais prétendre faire de ces récits en tant que chercheuse.
Je considère par exemple aujourd'hui qu'en matière de récit de l'intime, il me paraît préférable de respecter les limites posées par les personnes rencontrées lorsqu'elles nous racontent leur histoire, que de chercher à établir la vérité coûte que coûte. Pardon pour les historiens dans la salle. Ce qu'elles disent d'elles, de leurs émotions, de leur histoire, me paraît plus important à protéger et à respecter que la recherche d'éventuelles omissions ou mensonges. C'est un parti pris. À l'issue de ce travail, j'ai pu dégager 3 résultats principaux. Le premier concerne la façon dont les institutions et les acteurs ont dû adapter leur mode de fonctionnement et leurs pratiques face aux problèmes que constituaient ces morts de guerre hors temps de guerre. Juridiquement comme politiquement, donc, les morts de l'armée française pendant la guerre d'Algérie constituent en effet un paradoxe et un défi. Ils débordent la législation de temps de paix et peinent à s'intégrer au fonctionnement normal des institutions. L'État a dû réorganiser son fonctionnement pour réussir à faire face à ces morts qui sortent de tout cadre connu jusqu'alors. Le deuxième résultat porte sur le rapport à la mort de guerre dans la société française et son acceptation. J'ai commencé cette thèse en supposant que la guerre d'Algérie constituait pour cela un bon observatoire. Cette guerre étant niée politiquement, juridiquement, je supposais qu'en effet elle pouvait avoir créé des tensions dans ce qu'accepte une société en matière de sacrifice pour la patrie. Ce qui est en définitive ressorti de ce travail, à mon grand étonnement, c'est que la mort des soldats en Algérie, et même celle des appelés, n'a pas réellement constitué un vecteur d'indignation politique. Sauf ponctuellement et dans certaines franges de l'opinion publique, principalement communiste, globalement. Le principe de la conscription et de la mort pour la patrie reste dans les années 50-60 très ancré dans la société française. En revanche, la mort d'hommes en service militaire, donc dans une guerre qui n'était pas déclarée, a joué un grand rôle dans le remodelage des règles de la conscription à l'issue de la guerre d'Algérie. Enfin, j'ai cherché à estimer ce qu'apporte mon travail à la compréhension des rapports à la mort dans la société française de la deuxième moitié du XXe siècle. En effet, ceux-ci sont encore très souvent décrits en histoire, là je parle vraiment du point de vue de ma discipline, à l'aune des théories du déni de la mort, développées notamment par Philippe Ariès dans les années 70. Pour la guerre d'Algérie, ce tabou aurait pu être redoublé par le déni de la guerre, qui aurait pu rendre les morts indésirables et pousser à leur invisibilisation. En réalité, ce travail montre plutôt une volonté de donner aux mourants et aux morts de l'armée française, un véritable accompagnement, une visibilité qui les conduit à être traités progressivement comme des morts de guerre. En France métropolitaine, les soldats morts en Algérie n'ont pas été cachés, ni rendus invisibles, en dépit des vaines tentatives d'un État empêtré dans une guerre qui ne disait pas son nom, et en dépit d'une mémoire persistante qui cherche à réparer les blessures d'une histoire niée. Enfin, les rites et pratiques funéraires mis en place autour de ces soldats montrent que les rapports entre les vivants et les morts, durant cette deuxième moitié de siècle, sont multiples, évolutifs, mais que les liens sont toujours présents. Je vous remercie de votre attention et puis je remercie encore une fois les membres du jury et du SAF et du réseau Les Morts pour la reconnaissance apportée à ce travail. Merci beaucoup. Eh bien, merci à tous d'avoir été là. Un grand merci encore aux jurés, aux candidates, aux lauréates, au réseau Les Morts. On n'en a pas encore parlé avec le réseau Les Morts, mais au vu de toutes vos réactions, je pense qu'on peut anticiper une deuxième édition de ces prix et de la recherche sur les rites funéraires. Voilà, donc tout le monde est prêt. Il y a un petit cocktail qui nous attend. On va faire la photo de famille avant, donc je demandais à tous les jurés de monter sur scène. Les candidates, alors ça va vous demander de l'effort avec vos plaques. On va faire une petite photo de famille et juste après, on a un cocktail pour féliciter tout ça. On va peut-être passer devant la table. Si vous pouvez passer devant la table plutôt, parce que sinon on va être tous coincés. Merci. Vraiment.